Donc vous n'êtes pas censé savoir que le Premier ministre est arrivé ce matin, le Premier ministre français, est arrivé ce matin en visite officielle donc en Tunisie. Et en étant un peu trivial, je vais dire qu'il est venu avec, dans ses bagages, tout du moins dans son avion, ce matin avec donc, Sonia Mabrouk et Hakim El Karoui. Donc on a l'immense chance de les avoir avec nous ce matin. Et donc on va être les témoins de leur discussion, justement. Ils vont échanger d'abord entre eux, et puis après vous pourrez poser un certain nombre de questions, en s'appuyant notamment sur leur parcours, bien évidemment, mais aussi sur le rapport qui a été publié par l'Institut Montaigne. Et donc vous pouvez voir le titre ici, qui succède d'ailleurs à celui qui avait déjà été produit par Hakim sur l'islam en France. Et d'ailleurs, dès cet après-midi, vous aurez tous les liens Internet, puisque ce rapport-là est téléchargeable gratuitement, en données ouvertes, comme on dit en bon français. Et je vais tout de suite céder la parole à donc, nos deux intervenants. Donc un immense merci à Sonia. Alors, je vais me permettre vraiment pour chacun, parce que sinon ça va durer une demi-heure, de les présenter. Donc je vais faire extrêmement rapidement, du coup, sans dérouler toute la carrière de chacun. Vous devez le savoir, Sonia est donc une journaliste qui travaille en France. Et donc, à Europe 1, elle a démarré à Jeune Afrique, et désormais, elle est sur une nouvelle émission qui s'installe depuis la rentrée sur CNews, qui est enseignement et télévision, et donc qui est dans le groupe Canal+, et que bien évidemment tout le monde peut voir ici de façon gratuite, c'est comme il dit. Donc on vous voit tous les soirs de 19h à 20h pour les grandes voix, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et donc alors là, Hakim, ça va être encore plus compliqué de le faire court. Je vais dire que c'est un homme d'affaires dans le consulting et qui par ailleurs est essayiste, normalien, et qui a beaucoup travaillé sur les questions qui vont être abordées à l'instant, et qui n'arrête pas de faire des voyages entre la Tunisie et les pays de la région, et donc connaît bien ces questions-là. Je vais tout de suite vous céder la parole. D'ici 40 minutes, on pourra prendre quelques questions dans la salle. Je vous prie à ce moment-là de bien vouloir vous présenter, si c'est possible à chaque fois que vous allez prendre la parole, et de faire court, puisque nous devons rejoindre le cortège du Premier ministre. On a réussi à s'extraire pour venir vous voir. Donc chacun des personnes qui pourront prendre la parole, relativement court, et comme ça on pourra essayer de vous répondre. Et je cède la parole à Sonia, qui est donc l'intervieweuse et en même temps participante de cette discussion. Merci beaucoup. Merci à vous et bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien nous sommes, et je suis heureuse, vraiment très heureuse d'être parmi vous à Tunis aujourd'hui, en particulier ici, à l'Institut français qui incarne, enfin c'est l'un en tous les cas des outils de la coopération française en Tunisie, et c'est justement en grande partie le thème de notre conversation aujourd'hui, à savoir cette relation particulière, cette politique de la France à l'égard du monde arabe, plus singulièrement vis-à-vis de l'Afrique du Nord, et évidemment plus spécifiquement par rapport à la Tunisie, qui nous est chère. Alors c'est un sujet qui m'intéresse bien sûr. Moi, je viens de consacrer, si vous me permettez d'ajouter un élément à la bio que vous avez évoqué, un livre à ce lien, à ce pont par-delà la Méditerranée. En ce qui me concerne, et par rapport à Hakim, qui est essayiste et qui a vraiment développé un argumentaire, une théorie et puis des éléments très importants de cette relation, moi j'ai pris le parti d'en faire un dialogue où il y avait beaucoup d'affect, un dialogue personnel, puisque j'ai eu un dialogue avec ma grand-mère, qui habite pas très loin, qui est à La Goulette. Le livre s'appelle Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille, et j'ai pensé que pour aborder le rapport avec la France, notre relation Tunisie-France, quoi de mieux qu'un dialogue franc, ouvert, entre une grand-mère qui vit ici, à La Goulette, pas loin, et sa petite fille, qui est en France. Et à ma grande surprise, c'est un livre qui a eu un écho sympathique en France et en Tunisie, je crois, et en France également. Et donc, c'était une manière un peu, je l'espère, originale et contournée de pouvoir parler de ce lien important, de la politique aussi de la France en Tunisie, de la politique arabe de la France, et surtout de sujets sensibles
qu'on va également aborder avec Hakim. C'est-à-dire, quand je dis des sujets sensibles, ils le sont en ce moment beaucoup en France et souvent on peut faire l'objet en tous les cas de critiques, voire plus, quand on parle de religion, quand on parle de notre religion qui est l'islam. Donc ça, on va vous en parler aussi. L'islam de France, comment la France gère cela, non pas gère un problème, mais gère vraiment un état de fait, quelque chose qui fait partie de la société française. Et donc, pour compléter ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est Hakim El-Karoui qui est l'auteur de ce rapport. Vous allez voir que c'est une vraie plongée vraiment sur la relation de la France avec le monde arabe, avec évidemment le Moyen-Orient, mais surtout le Maghreb qui nous intéresse. Moi, je vais l'interviewer, puis on va engager une conversation. Peut-être, Hakim, je vais te laisser d'abord introduire cela. Vous êtes parti d'un constat, c'est l'avenir de la France qui est lié, intimement lié, à la stabilité et au développement du Maghreb. Ça, c'est un constat important. Oui, merci. Alors moi aussi, je suis très heureux d'être ici. C'est la première fois que je viens à l'Institut français, parce que quand je viens à Tunis, en fait, j'ai l'impression d'être tunisien. Donc, je n'ai pas le sentiment et la nécessité d'aller dans les institutions françaises. Du coup, je suis très heureux de découvrir, en plus, ce lieu est chargé d'histoire. Il y a beaucoup de personnalités qui sont passées par ce qui était un lieu d'enseignement. Et donc, merci. Merci Sonia aussi de cette présentation. Alors, le point de départ du travail, il est très simple. Il vient du rapport d'avant qui concernait l'islam de France, ou en France, et il posait une question, un certain nombre de questions. L'une d'elles était diplomatique, géopolitique. Comment on fait pour dénoncer le salafisme le matin à Paris? Et comment on fait l'après-midi pour décorer le ministre des Affaires étrangères saoudien, qui est officiellement le promoteur du salafisme, le lieu de production du salafisme, et par ailleurs, ceux qui organisent et qui considèrent que cette idéologie, je pense que c'est une idéologie, est la vérité de l'islam. Derrière, il y avait plein de points complexes, parce que la France pratique ce qu'on appelle le double standard en diplomatie. En gros, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ou ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Alors, quand on est un analyste, c'est assez facile. Quand on se met, et c'était l'idée du rapport, du côté des pouvoirs publics, évidemment, ça devient un peu plus compliqué, parce que l'objectif, c'est pas de critiquer, de hurler, etc. Il y a des gens dont c'est le métier en France. Et pour qualifier la relation, on a pris des flux, tous les échanges commerciaux aussi, évidemment, les échanges financiers, les échanges humains, l'immigration, mais aussi les échanges culturels. On est aussi ici dans un centre de culture, où la France rayonne en Tunisie, dans le monde arabe. Mais on a pris aussi d'autres échanges culturels et idéologiques. Et aujourd'hui, ce qui est frappant et ce qui est nouveau, c'est la dynamique qui vient du monde arabe vers la France. Cette dynamique sur le plan culturel et idéologique, et même politique, c'est l'islam. Ce n'est pas n'importe quel islam, c'est l'islam politique. Puis on a regardé aussi les flux d'armement, parce qu'on dit souvent que la relation entre la France et le Golfe, elle est liée à l'armement, ou elle est liée au pétrole, ou elle est liée aux avions, etc. Donc on a fait ce très gros travail quantitatif pour remettre l'église au milieu du village, ou peut-être plutôt la mosquée au milieu du village. Bon, parce qu'il y a quand même maintenant un certain nombre de mosquées en France qui ne sont pas au milieu du village, qui sont plutôt dans les périphéries des villes, mais ça compte. Sachant que l'islam est un sujet majeur du débat en France, mais c'est un point commun avec la Tunisie. C'est un sujet majeur du débat en Tunisie, même si en Tunisie, on essaye de faire en sorte depuis quelques années, 3-4 ans, 3 ans plutôt, que ce ne soit plus un sujet de débat. 4 ans d'ailleurs plutôt, depuis l'accord. Et en même temps, quand on regarde les questions culturelles, alors là pour le coup tunisienne, on voit que la relation à la France a un rôle absolument majeur dans l'organisation, osons le mot, d'une certaine vision du monde. Il y a les islamistes, et puis en face d'ailleurs, c'est un des problèmes. C'est pas très bien comment les qualifier. C'est qui? Si c'est les francophones ou les francophiles, ça marche pas, parce que c'est des gens qui ne sont pas tunisiens. Si c'est des progressistes, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que là-dedans, il y a un bon paquet de personnes qui sont très réactionnaires. Si c'est on ne sait pas très bien. À mon avis, c'est un des sujets du camp d'ailleurs, qui est un camp politique, qui s'est armé à un moment, qui s'est organisé contre un parti, contre une vision du monde, mais qui, d'une certaine manière, n'a pas assez travaillé sur le fond pour savoir qu'est-ce qui unit les uns et les autres, les gens de l'idée, indépendamment de leur commun refus du projet des Badawi.
Voilà, donc c'est un gros travail quantitatif. Et puis après, on va en parler, il y a un certain nombre de conclusions que l'on peut en tirer. Et puis il y a aussi une vision de l'évolution du monde arabe. Vous détaillez, Hakim, des liens humains, évidemment, économiques, sécuritaires, diplomatiques, géopolitiques. On verra tout à l'heure s'il y a une hiérarchie qu'on peut faire de ces liens entre la France et la Tunisie, mais vous partez d'un constat, je ne sais pas si la salle va être d'accord, et ils vous poseront tout à l'heure une question là-dessus, vous partez du constat selon lequel il y aurait, ou il y a, selon vous, dans votre rapport, une perte d'influence de la France, ou peut-être plus précisément un regain d'influence d'autres pays en Tunisie. Alors vous citez l'Allemagne, vous citez la Grande-Bretagne, vous citez évidemment d'autres puissances régionales, je pense notamment à la Turquie, mais vous partez en tous les cas de ce constat. Alors est-ce qu'il est étayé? Moi j'aimerais savoir, parce qu'on a l'impression malgré tout, c'est l'une des discussions qu'on a eues tout à l'heure dans l'avion avec les autorités françaises, et évidemment défendre un petit peu ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire pour ces autorités-là, au contraire, la France est toujours aussi présente. Son influence, quand je dis influence, elle est évidemment culturelle, et par la culture, il y a beaucoup de choses. Eh bien, la France est présente, même si on ne peut pas comparer les échanges, par exemple, entre l'Allemagne et la Tunisie, la France et la Tunisie. Alors, sur quoi est basée, selon vous, cette perte d'influence? Je vais vous donner deux chiffres, un chiffre économique et un chiffre humain. Il y a 20 ans, la part de marché de la France, alors ce n'est pas en Tunisie, hein, c'est au Maghreb, c'était à peu près 35%. 35% des échanges économiques. Aujourd'hui, c'est 18%. C'est-à-dire divisé par deux. Bon, pourtant, le volume des échanges entre la France et le Maghreb a augmenté. Ce qui s'est passé, c'est ce que vous dites. Le Maghreb n'intéresse plus seulement la France. Le Maghreb est devenu un sujet majeur pour l'Espagne, le Maroc, pour l'Italie, la Tunisie, mais aussi l'Allemagne, mais aussi le Japon, mais aussi les États-Unis, mais aussi la Chine, peu en Tunisie, peu au Maroc, beaucoup en Algérie, énormément en Algérie. Et ce qu'on voit, c'est que l'Afrique du Nord devient un endroit qui commence à compter sur le plan économique pour des grandes puissances économiques. Le problème des Français, c'est qu'ils ont un peu tendance, et c'est valable en Afrique du Nord, c'est valable partout en Afrique, notamment dans les anciennes colonies, ils ont un peu tendance à croire qu'il y a un acquis. Ce sont, à Paris, on dit que ce sont les pays du champ. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire on est chez nous, quoi. En fait, on n'est pas chez nous, on n'est plus chez nous, tout simplement parce que même si on parle français, il y a des nouveaux investisseurs qui viennent, qui arrivent, qui se développent et qui peuvent avoir un état d'esprit aussi un petit peu plus constructif. La deuxième chose, c'est un chiffre qui concerne les hommes, en l'occurrence les étudiants. Aujourd'hui, les étudiants qui partent à l'étranger, ils ne partent plus que pour la moitié d'entre eux en France. Il y a 20 ans, on était à 2 tiers, 70%. C'est encore à peu près le cas pour les Algériens. L'Algérie a une relation compliquée avec la France, mais enfin les Algériens, ils se lèvent le matin et ils regardent ce qui se passe à Paris. C'est moins le cas avec les Tunisiens. Les Tunisiens, on voit qu'ils partent au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, un petit peu en Italie. Enfin bon, il y a vraiment une diversification à la fois des flux économiques vers la Tunisie et puis des flux d'expatriation, en l'occurrence de formation supérieure, des Tunisiens vers l'étranger. La France a perdu son monopole. Est-ce que, j'allais dire, que c'était un drame ou est-ce qu'il faut non pas s'en féliciter? Parce que vous, dans votre rapport, Hakim El-Karoui, vous appelez un sursaut. Vous dites, regardez, la France, il y a cette perte d'influence, il faut donc un petit peu se ressaisir. Mais là, j'ai une question un petit peu provocante, parce qu'au contraire, vous ne voyez pas la France avec les lunettes d'avant, une France qui aurait son précaré en Tunisie, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est un partenaire, la Tunisie, et finalement, vous pourrez se dire qu'il n'y a pas une influence à avoir, mais tout simplement un partenariat équilibré. Alors, la Tunisie, comme tous les autres pays du monde, ça peut être une opportunité pour la France, notamment pour les entreprises françaises. Mais laissons de côté la question économique. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu franco-tunisien. L'intérêt de la France, c'est l'intérêt de la Tunisie. L'intérêt de la Tunisie, c'est l'intérêt de la France. Pourquoi? À cause de l'imbrication qui est très forte. Parce que c'est vrai qu'on perd des parts de marché, économiques, culturelles, mais le lien est tellement fort, tellement profond. On parle en français de façon absolument naturelle. Moi, j'interviens ici de temps en temps. Dernière conférence qui était la BIAT, on parlait en français, ça choquait absolument personne. Avoir une langue en partage, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, tous les gens qui disent qu'il faut arabiser, c'est très bien d'arabiser si on apprend vraiment l'arabe. Si c'est pour devenir et fabriquer des analphabètes bilingues, comme on l'a fait par exemple en Algérie, c'est franchement pas une solution. Alors, pourquoi c'est important? La Tunisie traverse une phase de transition un petit peu complexe.
à la fois enthousiasmante et en même temps un petit peu inquiétante. Elle a besoin de coopération, elle a besoin de réinventer une coopération. Avec qui elle va le faire? Avec les Allemands qui découvrent la Tunisie, sa société civile, qui donnent de l'argent, qui sont prêts à former les partis politiques? Oui, bien sûr. Avec les Américains qui font de la sécurisation des frontières, de la coopération assez discrète avec la société civile, etc. Oui, bien sûr, mais avec qui elle va le faire? Évidemment avec la France. Le problème, c'est qu'il faut que les Tunisiens changent d'attitude avec la France. Et il faut que les Français Et pas l'inverse. changent d'attitude avec la Tunisie. Ah, voilà. On attendait la suite. Et pour ça, il faut des personnels un petit peu nouveaux. Il faut un état d'esprit qui est moins traditionnel. On va faire de la coopération entre des États. Le sujet, c'est pas la coopération entre les États, c'est beaucoup la coopération entre les entreprises. On dit aussi, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'administration tunisienne. Je vous le dis sincèrement et un peu brutalement, l'administration tunisienne, notamment un parti économique, n'est plus au niveau. Elle n'est plus au niveau de la transition économique que le pays doit connaître, pour une raison simple, c'est qu'elle n'est plus assez attractive et surtout, elle n'est pas ouverte au monde. On a des hauts fonctionnaires tunisiens qui ne sont jamais sortis de Tunisie pour se faire former, pour découvrir d'autres modèles, etc. On a un pays qui a besoin de créer de la richesse. Le modèle économique tunisien, celui d'aujourd'hui, il a été défini dans les années 70. Un petit peu d'extraversion, le textile, on est passé du textile vers le matériel électrique, hein, donc on est très bon sur les équipements automobiles. Un petit peu de matières premières, les phosphates, sauf qu'on en produit très peu à cause des problèmes sociaux. Et puis d'exportation de services avec le tourisme. Sauf que sur le tourisme, on est plus bon ici. Sur les équipements automobiles, on a été dépassé très largement par le Maroc. Qu'est-ce que vous nous laissez alors? Ah, mais l'enthousiasme, Ah bon. la démocratie, la liberté de la création. Ah, bah, Et moi, je pense que l'avenir de la Tunisie, c'est pas l'industrie, c'est les services. Et ce sont des services profondément imbriqués avec l'Europe. C'est quoi les services? Le succès des années 70, c'était quoi? C'était le tourisme. Le tourisme, c'est quoi? C'est un échange humain. Il y a des gens qui viennent passer un moment qui est important pour eux, qui est un moment de repos. Mais regardez les deux grands marchés, les deux immenses marchés qu'il y a en Europe pour la Tunisie. Les soins de santé. Il y a de plus en plus de personnes âgées en Europe, partout. Il y a des systèmes de santé qui sont de moins en moins efficaces et surtout, on sait de moins en moins rembourser les soins parce que ça coûte trop cher. En Tunisie, on a des médecins qui ont été formés pour très bonne partie d'entre eux, en France notamment, en Europe en général. Pourquoi est-ce que demain, on n'envisage pas un continuum franco-tunisien qui existe déjà sur certaines pathologies, les soins dentaires, la chirurgie esthétique, qui existe avec les Anglais, parce que les Anglais, leur système de santé est en situation catastrophique. Pourquoi on n'envisage pas un continuum pour que certaines pathologies soient mises en place, soignées en Tunisie, avec l'appui des sociétés, des sécurités sociales européennes? Un autre marché encore plus important, les retraités. Le Maroc l'a compris, quand on localise sa retraite, sa pension au Maroc, on ne paye pas d'impôt au Maroc. Pourquoi on ne le fait pas en Tunisie? Pourquoi est-ce que là aussi, on ne crée pas, notamment pour les jeunes retraités, on a besoin ici de compétences, par exemple, de l'administration, on a besoin de gens qui s'engagent, on a besoin de faire circuler les idées et les connaissances. Les jeunes retraités en France, ils s'ennuient. Ici, ils auraient beaucoup à faire. Ici, il y a un système de soins qui est très bon, il y a des infrastructures de transport qui ne sont pas mauvaises du tout, et puis il y a une qualité extraordinaire de l'accueil, et il y a cet élément essentiel en partage, la langue. On parle la même langue, on se connaît, et on se connaît parce qu'on échange culturellement, parce qu'on regarde la même télévision, parce qu'on a une forme d'histoire en partage, qui est une histoire qui est complexe, qui est douloureuse, mais qui est commune. On peut construire un vrai horizon, un vrai espace commun. Malgré tout, pour construire cet horizon, vous dites qu'il faut se réinventer. Alors, se réinventer, ça vaut pour la France comme pour la Tunisie. On va reparler de la Tunisie, mais vous dites aussi que la France doit se réinventer, que la politique française doit se réinventer. Ça m'a frappé, vous m'avez dit qu'il faut un personnel politique nouveau. Mais c'est le cas, il n'a jamais été aussi nouveau en France. Mais est-ce que cette nouveauté, parce qu'il y a eu un changement de tête, garantit forcément un changement dans les pratiques, dans la vision? Est-ce que vous avez vraiment l'impression, nous en tant que journalistes, on interroge souvent les responsables politiques, notamment français, sur leur vision de la politique arabe, de la politique maghrébine et plus singulièrement de la politique vis-à-vis de la Tunisie? Est-ce que vraiment il y a un changement dans ces mentalités, même si les têtes changent? Est-ce que l'intérieur change?
Je vais vous le dire franchement, pour l'instant, non. Pour une raison simple, c'est que... Pardon d'être franc, hein, ici à l'Institut français. Non, il faut l'être, sinon ça n'a pas d'intérêt. Pour une raison simple, c'est que le Maghreb a un problème en France et dans les élites françaises. Les élites françaises pensent connaître le Maghreb. Les élites françaises ne connaissent pas le Maghreb. Par ailleurs, les élites maghrébines connaissent de moins en moins la France. Mais en l'occurrence, le sujet concerne plutôt les élites françaises en général, politiques en particulier, et celles qui viennent d'arriver n'ont aucun lien particulier avec les pays du Maghreb et notamment la Tunisie. Donc il faut mettre le sujet sur l'agenda. C'est pour ça que j'ai fait ça. Après, et c'est un sujet qui vous intéresse, qui t'intéresse, parce qu'on n'a pas besoin de faire semblant de se vous voyez, il y a un sujet commun. Enfin, il y a beaucoup de sujets communs, mais il y en a un. Le monde arabe aujourd'hui, le Maghreb, en France, en Europe, c'est quoi? C'est le terrorisme. C'est ça qui est tout en haut de la pile, tout en haut de l'agenda. Emmanuel Macron a fait un grand discours aux ambassadeurs fin août. Il a dit la première priorité de la diplomatie française, c'est la lutte contre le terrorisme islamiste. Il a dit le mot. En général, on n'osait pas le dire. Moi, je pense que c'est très bien de le dire. Pourquoi c'est très bien de le dire? Parce que si on ne nomme pas les choses, si on ne nomme pas les problèmes, ben, on n'a absolument aucune chance de les régler. Il se trouve que la Tunisie, le Maghreb, la Tunisie a le même problème. Alors, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais enfin, il y a des coins du pays qui ne sont pas sécurisés. Il y a une offensive qui est très puissante, et puis cette offensive, et c'est ça qui est intéressant, elle est sécuritaire, mais elle est beaucoup plus profonde que ça. Elle est idéologique. Alors, pas pour transformer tout le monde en terroriste, mais pour transformer tout le monde en musulmans fondamentalistes. Le sujet des élites françaises, européennes, occidentales, c'est comment on lutte contre ça. Et moi, je crois que des gens comme Sonia et moi, modestement, on a un petit rôle. Parce qu'en fait, on les connaît assez bien, parce qu'on sait assez bien ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici, ce qui s'est passé ici, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est exactement ce qui se passe en France depuis 10 ans ou 15 ans. Et je crois, et je te renvoie, je te passe la parole, je crois que le succès de ton livre, c'est aussi ça. C'est que tu donnes d'une façon qui est agréable et intelligente, un accès aux problématiques qui sont posées d'une certaine manière avec un point de vue qui est des deux côtés de la Méditerranée, mais qui résonne incroyablement fortement en France. Donc explique-nous comment tu vois les choses. L'intervieweur, l'inversion des rôles. Une grande partie de la salle le sait, mais je vais quand même préciser que quand on aborde ces sujets en France aujourd'hui, que ce soit dans les médias, au cours des interviews, on est renvoyé quand même à, j'allais dire, à un état de non-musulman. C'est-à-dire que quand on parle de notre propre religion, moi je suis tunisienne, je suis née ici, j'ai acquis la nationalité il y a une dizaine d'années. D'abord parce que je voulais avoir la nationalité, que je me sentais vraiment française, et puis parce qu'il fallait l'avoir pour pouvoir, dans mon milieu, en tous les cas, qui est celui des médias, évoluer plus facilement. Donc je suis franco-tunisienne et je suis musulmane. Et c'est ainsi que je me présente dans cette hiérarchie-là. Elle est importante pour moi parce que je me sens d'abord rattachée à ma citoyenneté avant d'être rattachée à ma religion, qui est pour moi tout aussi importante, mais comme le dit ma grand-mère, et je salue quand même une partie de ma famille qui est ici, ma tante, et Kenza, sa fille, donc ma grand-mère, qui me dit souvent, mais la religion se vit de toute façon chez soi, dans la sphère privée, en soi. Et aujourd'hui, en France, on a du mal à l'admettre. Et on nous reproche souvent, en tous les cas, moi et d'autres, d'être islamophobes. C'est-à-dire de rejeter, en fait, et de stigmatiser les musulmans. Alors, imaginez-vous combien, quand même, cette attaque est dure pour quelqu'un qui croit en sa religion, qui aime ses deux pays, sans faire une hiérarchie. Mais il est vrai qu'étant née en Tunisie, je me sens, et quand je viens ici, tout revient à la surface tunisienne. Et c'est très dur pour nous d'avoir un discours, non pas moderne, pour moi le discours, il est tout simplement franc et apaisé sur cette question de l'islam. C'est très important. Moi, j'en parle. Je ne suis pas une experte du sujet. Hakim va beaucoup plus travailler sur ce sujet avec des livres et des essais à venir qui sont vraiment d'une nature très cossue, solide. Moi, je l'ai fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, sous un autre angle, tout simplement pour contourner ces attaques. Je me suis dit, comment parler aujourd'hui à une population, parce qu'il ne faut pas dire communauté musulmane en France, qui, pour certaines, quand vous prenez la parole, d'abord vous dit, mais d'où tu parles? Tu n'es pas légitime, mais je le sais.
Et je ne parle pas du tout au nom, comment pourrais-je le faire, des musulmans en France, mais je parle quand même avec mon cœur, avec sincérité, pour dire qu'il nous faut faire des efforts aujourd'hui pour faire comprendre, et moi c'est ma conviction, que l'islam est compatible avec les valeurs de la République. Mais quand on dit ça, il faut d'abord mettre sa citoyenneté avant sa religion. Aujourd'hui, le problème, c'est que de plus en plus en France, on se sent pour certains musulmans, je ne parle pas d'un processus de radicalisation, avant d'être français. Il y a un énorme problème. On peut trouver des tas de facteurs, on peut en vouloir au pays, on peut en vouloir à deux pays, mais je crois qu'il faut d'abord s'en vouloir à soi-même et se dire où est-ce que ça n'a pas marché. Moi, je crois beaucoup j'allais dire, au parcours personnel. Peut-être qu'on a eu, j'allais dire, des milieux, on m'oppose souvent cela, favorisés. Moi, le seul milieu favorisé que j'ai eu, c'était l'école. C'est-à-dire que mes parents m'ont donné la possibilité d'apprendre. Je vois qu'il y a certains de mes élèves ici, parce que j'ai enseigné à HEC Carthage, et c'est la seule force et légitimité que j'ai pour pouvoir aujourd'hui parler en France, non pas en votre nom, mais pour dire, voilà, moi, la religion que j'ai connue, c'est une religion de paix, contrairement à tout ce qui est dit. C'est une religion qui s'intègre parfaitement avec les valeurs de la République, mais c'est un véritable combat. Et il est d'autant plus difficile à mener ce combat qu'en face de nous tous, et j'espère, et je suis sûre de vous, nous n'avons pas, j'allais dire, une caricature de personnes. Nous avons souvent des mouvements féministes français, parfois des responsables politiques, il faut bien le dire, très à gauche. Ils nous disent, mais non, mais vous ne comprenez pas, en faisant cela, vous portez atteinte à votre religion, qui n'est pas la leur déjà. Donc vous voyez, on est dans un problème qui est extrêmement complexe, on est pris en fait dans un véritable piège. Et c'est pour ça que je te remercie, Hakim, d'avoir dit tout à l'heure, d'avoir parlé de ce livre, parce que c'est important d'avoir un discours apaisé. Il y a certaines personnalités aujourd'hui en France qui en parlent de manière, on peut le dire, hystérique en tous les cas. Et ça nous porte tort. Donc vous voyez, on a d'un côté ceux qui nous reprochent notre discours, ceux qui veulent parler à notre place, et puis vous avez tout le problème politique. C'est-à-dire que si vous parlez de ce sujet qui est éminemment politique, vous pouvez être repris par une partie de la classe politique qui est très à droite, qui est à l'extrême droite. Donc voilà, on vous présente le problème tel qu'il est vécu aujourd'hui en France, pour nous, franco-tunisiens, musulmans, qui voulons donner une bonne image. Et c'est ça aussi l'objectif. Hakim, là, je vais te donner la parole parce que là, et avec le prochain essai que tu vas publier, c'est vraiment un travail profond et prospectif sur ce sujet. Moi, je vais vous surprendre. Je pense que la France peut apporter quelque chose à l'islam. Pour une raison très simple. J'ai fait une enquête donc, avec l'Institut l'an dernier sur les musulmans de France. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient, comment ils pratiquent, etc. Et puis, je vais souvent ici, j'ai des amis, mais faites pareil. Enfin, franchement, ce serait assez intéressant de savoir comment les Tunisiens, musulmans à 99%, pratiquent, qu'est-ce qu'ils croient, dans quel groupe de croyants on peut les mettre, on peut l'organiser. C'est une façon de comprendre l'évolution de la société. Et ils m'ont tous dit, tous, mais on ne peut pas faire ça, nous. Parce qu'on ne peut pas parler d'islam ici. On peut pas parler d'islam, on ne peut pas parler des musulmans, on ne peut pas parler des interprétations, des courants, des groupes, compris d'ailleurs des partis. On ne peut pas. Et en France, on a encore cet espace de liberté. Comme l'a dit Sonia, il est assez restreint, parce qu'il y a des hystériques dans les deux camps. Il y a des hystériques du côté des musulmans, et puis il y a des hystériques du côté des anti-musulmans. Et tout le sujet, c'est de dire, mais en fait, il y a une troisième voie. On peut être français et musulman, calmement. Pourquoi la France peut être utile? Parce qu'en France, il y a quand même des espaces de liberté pour parler sereinement de religion, de toutes les religions, notamment de la religion musulmane. Et moi, je crois vraiment que quelques intellectuels, de grands islamologues, notamment en Tunisie, et quand vous regardez dans tous les pays du monde musulman, où est-ce qu'il y a encore des islamologues qui ont un recul critique, une connaissance historique qui est autre chose que, disons, la connaissance des chaînes d'interprétation, sur lesquelles je crois qu'il y a beaucoup à dire. Il y en a encore quelques-uns en Tunisie, il y en a presque plus en Algérie, il n'y en a pas du tout au Maroc, contrairement à ce que dit le roi du Maroc. Il n'y en a évidemment plus en Égypte, et depuis très longtemps. Quant au Golfe, je n'en parle pas, le Golfe est la source financière du problème. Donc pourquoi la France? L'Allemagne
En Allemagne, il y a une très grande école d'islamologues. Les États-Unis, parce qu'il y a aussi aux États-Unis des gens qui travaillent sérieusement les textes, et pas seulement d'un point de vue profane, historique, aussi d'un point de vue religieux. Et je crois que ce serait un pionnier de l'histoire assez intéressant si demain, on pouvait dire que l'islam va être revivifié par sa composante occidentale. Ça a l'air un peu paradoxal. Moi, franchement, j'y crois vraiment. C'est aussi ce que j'essaie d'expliquer aux responsables gouvernementaux en France et en Europe. Ils ont un rôle, évidemment, sur la sécurité, mais ils ont un rôle pour faire en sorte que l'islam de France s'émancipe des pays d'origine, qui ne savent plus du tout gérer les musulmans, pour une raison très simple. Aujourd'hui, les musulmans en France, les 3/4 sont français, et la moitié d'entre eux sont nés en France. Donc quand ils voient un imam qui arrive du bled, bah, ils disent, c'est qui ce blédard, quoi, bon, plus ou moins gentiment, et l'imam n'a aucun impact sur eux, sur les jeunes notamment. Ils disent, mais on ne les comprend pas, on ne les connaît pas, d'ailleurs la plupart du temps ils ne parlent pas français. Mais vous voyez, il y a une dynamique de circulation. Et c'est ça que moi je trouve extraordinaire et très intéressant entre la France et le monde arabe. C'est que pendant longtemps, il y a eu une influence, d'une certaine manière, unilatérale. La France rayonnait dans le monde arabe avec sa grandeur, avec sa puissance politique, militaire, culturelle. Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de circulation. Donc c'est plus à un seul sens, c'est dans les deux sens. Sauf qu'il y a plein d'enjeux, plein de complexités, et il faut pouvoir le comprendre. Et un des enjeux des élites politiques françaises, c'est, je crois, comprendre qu'on ne réglera pas la question du terrorisme en France si on n'a pas une vision globale de la relation et de ce qui est en train de se passer dans le monde arabe. Alors là on parle donc sur le sujet du terrorisme qui a frappé évidemment la France, l'Europe et la Tunisie. Moi je rappelle souvent, et d'ailleurs je n'ai pas besoin de le rappeler dans les interviews quand on interroge les responsables politiques qui sont vraiment au fait de tout cela, ils savent que les premières victimes sont les musulmans. C'est toujours important de le rappeler parce que quand on est en France et en Europe et avec il y a encore quelques jours l'attaque de Marseille et la mort terrible de ces deux jeunes femmes dans une gare. Commise par un Tunisien. Et bien, quand on voit ces attentats s'enchaîner, il y a un tel retentissement que parfois on oublie que de l'autre côté de la Méditerranée, que quasiment tous les jours en Syrie et en Irak, il y a des attentats qui tuent des dizaines, des centaines de musulmans. Donc c'est toujours important de le rappeler. Et vous savez que ça aussi, quand on le dit aujourd'hui à la télévision, on nous oppose, ah oui, mais est-ce que vous êtes sûr que ce sont les premières victimes? Malheureusement, on ne va pas faire une hiérarchie des victimes, mais il faut rappeler que nous sommes, et vous le savez, ici en Tunisie, parmi les plus touchés. Alors sur le terrorisme, justement, Hakim El-Karoui, il y a quand même un point sensible en France qui n'a pas été tranché, peut-être une prise de conscience qui commence à émerger, c'est par rapport au salafisme. C'est toujours un sujet tabou de savoir quel est le vecteur qui mène à ces actes, à ces attaques terroristes, parce que le processus qu'on appelle de radicalisation, ce mot fourre-tout, on ne sait pas comment ça se passe. La preuve d'ailleurs, c'est que la déradicalisation, on ne sait pas comment ça se passe. Si on connaissait le chemin à aller, eh bien on pourrait faire le chemin en retour pour soi-disant désendoctriner, comme si on enlevait aussi facilement un mal de la tête. Aujourd'hui, l'un des plus gros problèmes de la France, aussi pour la Tunisie, ce sont les retours. Les retours des hommes, des femmes, mais plus complexes, des enfants. Une cinquantaine d'enfants qui étaient sur le terrain moyen-oriental sont en train de revenir. Ils ont entre 5 et 8 ans, et c'est un véritable casse-tête, parce que ça pose énormément de problèmes juridiques, politiques, philosophiques, et même une question morale. C'est-à-dire quand vous regardez un enfant de 7 ans qui revient de la guerre, ce n'est pas sa faute. On l'y a emmené. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour certains en France, pour les services de renseignement, ces enfants, ce sont des bombes à retardement. Donc c'est une vraie question. Comment on va accueillir ces enfants qui vont grandir auprès d'autres enfants français? Si vous êtes vous-même parent, est-ce que vous accepteriez aussi facilement qu'un enfant qui revient d'un terrain de guerre soit invité à une fête avec votre autre enfant? Donc problème de société. Et pour revenir à ce qui mène au terrorisme, le salafisme, c'est un véritable sujet en France parce que, et ici aussi, en France, certains vous disent, mais non, il y a différentes nuances dans le salafisme. Il y a le salafisme quiétiste, etc., qui n'est pas violent. Alors, dans cette mosaïque-là, qui est une véritable nébuleuse, comment est-ce qu'on fait véritablement la distinction, toujours évidemment sans stigmatiser,
Il ne s'agit pas de stigmatiser. Il y a des gens sûrement qui peuvent pratiquer leur religion de manière beaucoup plus assidue et sans poser aucun problème, aucun problème. Alors, est-ce qu'on peut faire une hiérarchie à Hakim El-Karawi et se dire, voilà, à partir de ce moment-là, eh bien, on peut dire que le salafisme conduit au terrorisme. Est-ce que vous feriez cette équation, ce parallèle? C'est la question à 1000 francs, 1000 dinars ou 1000 euros. Je ne sais pas, personne ne sait. Moi, ce que je sais par contre, c'est que le salafisme crée un halo idéologique. Bon, il y a un espace, quelque chose qui est créé, il y a une vision du monde, très d'ailleurs estimable au sens où c'est une vision du monde, et puis il y a des gens qui s'y engouffrent, qui vont y chercher en général ce qui correspond à des manques pour eux. Ça peut être des manques affectifs, ça peut être des manques de sens, ça peut être beaucoup des manques d'identité, parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est des jeunes qui disent bah, finalement la France me rejette, je suis arabe, je sais pas quoi, je suis tout sauf français, c'est ce qu'ils disent. Et puis je ne suis pas de mon pays d'origine. L'image des Franco-Tunisiens quand ils reviennent en Tunisie, pas très bonne en général, surtout ceux qui viennent de milieux populaires. Et donc la question c'est, très bien, je ne suis pas français, je ne suis pas tunisien, qui suis-je? Et là il y a des gens qui viennent qui disent, bah, c'est évident, tu es musulman. Et tu es musulman parce que c'est une identité universelle. Et d'ailleurs en général, ils rajoutent, tu es musulman, mais tu es aussi de ton village, ou de ta barre d'immeuble, ou de ton quartier dans la banlieue. Oui, bien sûr. Après, ce qui est très frappant, quand on regarde comme je l'ai fait, quelle est, entre guillemets, l'offre d'islam, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Quand vous tapez des mots qui sont liés à l'islam en français, vous allez tomber pour la moitié des contenus sur des contenus salafistes. 49% des autres contenus, ça va être des contenus qui sont liés, c'est compliqué aussi, à la galaxie frériste, frères musulmans, etc. Et puis vous allez avoir 1% des contenus avec des gens qui vont vous parler d'un islam qu'ils ont fabriqué à la fois de façon endogène et avec un esprit critique, enfin bon, quelque chose qui ressemble à une religion telle qu'elle peut être pratiquée en France, mais aussi traditionnellement dans le monde musulman. Donc vous avez un déséquilibre colossal entre, du côté de ceux qui parlent d'islam. Et tout le problème qu'on a en France, mais en fait ici c'est exactement pareil, c'est que les seuls à parler d'islam, ce sont les militants, on peut le comprendre, on peut l'accepter, d'ailleurs c'est en général le cas, ce sont des militants, et ces militants ont une vision d'islam qui est particulière, qui leur est propre, qui là aussi est acceptable, évidemment, sauf qu'en face, il n'y a personne. Parce que les autres disent, nous on est musulmans, c'est une affaire privée, du coup on n'en parle pas. Et donc on laisse le champ islamique aux militants de l'islam politique, du salafisme, etc. Et je crois que ce sujet, là pour le coup, du terrorisme, ne se réglera pas tant que les musulmans de France, du Maghreb, du Proche-Orient, de partout, les autres ne se mobilisent pas. Pour dire, mais attendez, oui, bah vous avez votre lecture, très bien, c'est acceptable. En fait, il y en a une autre. Et cette autre, elle peut être soit traditionnelle, soit éminemment moderne. C'est là où on revient au rôle des pays occidentaux sur la construction de cet islam, de cette interprétation de l'islam, qui doit rester un phénomène courant, disons, quotidien, et pas s'arrêter au XIIe siècle parce qu'on a dit, on a fermé l'interprétation. Ça, c'est pas possible. On va laisser dans quelques instants aussi les questions. J'espère que vous en avez pour Hakim ou éventuellement pour moi. Je voudrais ajouter aussi une question puis une dernière remarque, Hakim, parce que quand on parle de tout cela, il y a quand même une spécificité française. La laïcité, c'est quand même... D'ailleurs, souvent, on ajoute quelque chose après laïcité. C'est une erreur. Il n'y a pas besoin de dire laïcité positive ou laïcité fermée. La laïcité, c'est un modèle en France qui est extrêmement particulier. Ici, on ne le comprend pas. On ne peut pas comprendre tous les débats que nous avons sur la religion, parce que souvent, ailleurs, en Europe, des États-Unis, ça paraît lunaire, les débats que nous avons en France. Mais pourquoi vous parlez tant de religion? Pourquoi la place de la religion par rapport au modèle est si particulière? Parce que la laïcité en France est un modèle unique, on peut le dire au monde. Alors on peut le rejeter, ou en tout cas, au contraire, j'allais dire le mettre en avant, ce qui est mon cas. Je trouve que c'est quand même un modèle qui est très particulier. La laïcité, déjà,
et je vais laisser Hakim continuer, ça n'exclut pas les religions. On croit que la laïcité exclut les religions. C'est tout l'inverse. La laïcité, c'est le cadre, c'est comme un récipient qui va vous permettre d'avoir toutes les religions au sein d'un même récipient. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est un mot qui est devenu fourre-tout en France et qui ne veut plus rien dire pour les élites et les responsables politiques, mais pour ceux qui le vivent, oui, c'est important. Quand vous êtes aujourd'hui dans des quartiers où il y a un mélange de religions, où il y a un mélange de cultures, il y a un mélange d'origine, vous comprenez ce que c'est la laïcité. La laïcité, vous la vivez tous les jours. Il n'y a qu'en France où on a réussi, à travers une loi qui est la loi de 1905, vraiment à intégrer un cadre juridique, un cadre presque moral, politique et philosophique pour expliquer que les religions doivent coexister ensemble, mais en même temps, parce qu'on a ce cadre-là, eh bien, ça entraîne des débats passionnés qu'on a rarement ailleurs quand même, Hakim. Est-ce que c'est le cas? Alors, il y a des débats passionnés sur la laïcité française partout dans le monde. Moi, j'ai été à l'université d'Harvard là, au printemps, présenter le travail sur l'islam. Il y a une prof de Harvard qui me dit « mais vous opprimez les musulmans ». Je lui dis « pourquoi ?» Il dit « bah oui, la laïcité, c'est un instrument d'oppression ». Alors, effectivement, il a fallu lui expliquer. La laïcité, techniquement, juridiquement, c'est quelque chose de très simple. C'est la neutralité de l'État. L'État n'est pas catholique, protestant, juif, musulman. L'État est neutre. C'est au nom de cette neutralité qu'on a interdit les signes ostensibles, tous les signes ostensibles religieux, en 2004, parce qu'on a considéré que l'école était d'abord un lieu de l'État public, par ailleurs un lieu de formation de mineurs. C'est pour ça d'ailleurs que le voile est autorisé à l'université et interdit à l'école et au collège. Mais effectivement, personne ne comprend ce que c'est que la laïcité. Personne à l'étranger, personne en France, enfin personne, pas grand monde, parce que la laïcité, suivant les camps, toujours les mêmes camps. Les islamistes, les islamophobes. Les islamistes disent au nom de la laïcité, on peut tout faire. C'est la liberté absolue. Et les islamophobes disent au nom de la laïcité, il faut tout interdire. Et ils croient que la laïcité, c'est la neutralité non pas de l'État, c'est la neutralité de l'espace public. C'est-à-dire qu'il faut cacher les signes religieux. Évidemment qu'on peut porter un voile, une croix, une kippa en France dans l'espace public. Dans l'espace de l'État, peut être les services publics, là, effectivement, c'est interdit. D'où ça vient? Ça vient d'un grand conflit à la fin du XIXe siècle, où l'État était accaparé par l'Église. Et il y a eu un conflit, les laïcs, etc., qui étaient les républicains, face aux partis liés au catholicisme. Il y avait un peu de la droite et de la gauche, même si c'était plus compliqué que ça. On a réussi à séparer, à déconfessionnaliser l'État. C'est donc vraiment ça, la neutralité de l'État. Après, pourquoi ça peut être utile? Ça peut être utile parce qu'effectivement, quand on vit avec beaucoup de communautés, ou quand on vit, comme c'est le cas dans un certain nombre de quartiers en France, avec une majorité de musulmans, Seine-Saint-Denis, département français, 93, aujourd'hui, il y a probablement une majorité de musulmans, en tout cas dans un certain nombre de communes de Seine-Saint-Denis, il y a très clairement une majorité de musulmans. Le sujet, c'est comment laisser la liberté aux non-musulmans ou aux musulmans qui ne sont pas comme la majorité, pour qu'ils se comportent, qu'ils croient, qu'ils pratiquent ou pas, suivant leur conscience, et pas suivant la norme sociale édictée par la majorité. Donc c'est valable quand il y a une majorité de musulmans, c'est valable quand il y a une minorité de musulmans, qui doivent avoir le droit de croire, de pratiquer, de manifester leur religion dans un cadre commun. La laïcité, c'est une grammaire, c'est un cadre qui organise. C'est une grammaire, mais il y a souvent des fautes de grammaire. Vous savez, la grammaire, notamment française, n'est pas forcément très simple. Donc il faut corriger souvent les fautes, et le rôle du discours public et politique est absolument essentiel. Et pour ça, on revient à la première question, il faut connaître, il faut savoir ce qui se passe dans le monde arabe, mais aussi en France, parce que le monde arabe et la France, ce n'est pas deux entités séparées, ce sont deux entités imbriquées où tout circule. Est-ce que vous avez tu as bouclé la boucle avec la première question, on va peut-être laisser des questions à la salle, puisqu'on pourrait converser encore des heures. Hein, Non? Merci, on va prendre les premières questions. Moi, j'ai bien compris déjà que je me ressaisisse. Voilà. Vous vous présentez bien, vous faites court et bref, comme on dit dans la diplomatie. Bonjour, mon nom est Etienne Lamine, je vous remercie beaucoup pour la franchise, c'était un moment très instructif.
Ma question, en fait, j'ai été très très surprise de vous entendre dire on ne peut pas parler d'islam en Tunisie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et la deuxième surprise, c'est de dire donc, puisqu'on ne peut pas parler d'islam en Tunisie, il serait bien d'en parler en France, parce que la France est un espace de liberté. Je côtoie tous les jours des gens qui se battent pour la liberté académique, pour pouvoir parler de tout. Voilà ma question. Allez-y. Moi, je suis un observateur de la vie politique tunisienne. Je ne dirais pas de la vie intellectuelle, hein, parce que je ne suis pas suffisamment bon arabophone pour lire ce qui se dit, ce qui s'écrit. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelques débats politico-juridiques. Il y en a un en ce moment sur l'héritage, par exemple. Il y en a un sur la capacité des femmes tunisiennes à épouser des non-musulmans. Je vois aucun débat théologique. Aucun. Je vois des gens qui disent, nous on sait ce que c'est que l'islam c'est ça. Moi, je vais vous dire, je pense que la première question à se poser, ou première attitude à avoir, c'est de dire, je ne sais pas ce que c'est. L'islam, c'est aussi beaucoup ce qu'en font les musulmans. Les interprétations qu'ils en font, les usages politiques, parce que quand vous connaissez un petit peu l'histoire de l'islam, vous savez qu'il y a eu un usage politique de la religion depuis toujours, depuis les successeurs du prophète, un usage politique des dits du prophète, depuis toujours, etc. Pour moi, la première chose à faire, c'est s'interroger là-dessus, en disant, mais peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est. Et la vérité révélée, qui n'est pas celle du texte coranique, mais qui est celle de ceux qui l'ont interprété, qui l'ont pour un certain nombre d'entre eux fossilisé, et pour beaucoup d'entre eux, dans tous les camps, utilisé à des fins politiques, y compris d'ailleurs les sunnites et les chiites, c'est jamais qu'un conflit politique. Voilà. Moi, j'aimerais entendre ce débat-là. C'est le débat qu'il y a eu en France, en Occident, sur la religion catholique, sur le christianisme, avant, d'une certaine manière, et c'est le protestantisme est né de ce débat-là. Bon, ce débat-là, il est très compliqué à mener dans le monde musulman, parce qu'on dit tout de suite, vous n'avez pas le droit, donc taisez-vous, et puis il y a aussi des menaces qui arrivent très rapidement. Salut, bonjour. Moi, je suis président de l'Académie des associations civiles du Bénin, je suis journaliste. Voilà, ma question c'est pour vous les deux, messieurs, dames. Comment vous trouvez la Tunisie après 10 000 ans? De point de vue, vous parlez beaucoup à propos de la politique, mais concernant la politique de la Tunisie, à propos des relations tunisio-françaises, comment vous le trouvez aujourd'hui, surtout après le changement politique et changement de gouvernement d'un point à l'autre? C'est ça l'économie. L'économie, c'est la politique, puis tout ce qui est la vie économique, c'est tout à fait en relation avec la politique. Comment vous trouvez maintenant politiquement la politique tunisienne? Moi, on me pose souvent cette question en France, et contrairement là, à ce que tu viens de dire, Hakim, sur ce débat-là précis, je trouve qu'il y a une incroyable respiration et vie démocratique et politique que souvent nous n'avons pas en France, et que moi j'envie. C'est-à-dire je vous envie d'avoir ces débats-là. C'est incroyable de liberté, parce que sur les réseaux sociaux, je vois ce qui se passe en Tunisie, et je vois une vraie libération de la parole, mais constructive, sur beaucoup de sujets. Et vous savez, paradoxalement, en France aujourd'hui, sur ce sujet-là comme d'autres, il y a une parole qui est anesthésiée. Il faut faire attention, notamment nous dans les médias, et c'est tout l'inverse en Tunisie. Et je leur dis souvent, et là, mon côté tunisien qui ressort, mais regardez, parce que sur beaucoup de thèmes, et ça je le crois vraiment, l'exemple vient de la Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y a, tu l'as dit tout à l'heure, quand je t'ai dit, mais alors, tu nous as fait un tableau un peu noir sur certaines choses, je dis, mais qu'est-ce qui nous reste? Tu as dit l'énergie, la fraîcheur, les convictions, et ça c'est ce qu'il y a, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important, et parfois en France, on l'oublie, mais en Tunisie, je crois, après tout ce que nous avons vécu, qui a été un élément fondateur de notre histoire, qui est évidemment positif, mais toujours avec des inconvénients, c'est toujours une renaissance, c'est un vrai long parcours, c'est une convalescence pour arriver à un état mûr, mature, politique, comme vous dites. On ne peut pas comparer avec la France. C'est impossible de comparer avec le système politique français aujourd'hui. C'est impossible de comparer avec l'administration française, même si l'administration tunisienne
et même si les fonctionnaires ne voyagent pas assez souvent, a montré sa stabilité. Quand vous comparez avec d'autres pays du Maghreb, je prends la Libye, qui a une absence totale d'administration, mais la Tunisie a tenu et tiendra toujours parce qu'elle a ses bases solides et une histoire et une démocratie naissante, certes, mais déjà très solide. Donc moi, je trouve qu'on a des débats pour vous répondre politiquement. Je ne juge pas évidemment le personnel politique, mais vous me parlez de la politique à un grand P, moi c'est ce que j'aime, c'est pour ça que je fais ce métier. Eh bien, je trouve que la Tunisie est un modèle. Voilà. Merci pour cette discussion. En fait, je vais avoir un commentaire et une question. Le premier commentaire, en fait, je suis d'accord sur le recul de la France en Tunisie. Moi, je trouve que c'est positif parce que avant, la France était une obligation de passage pour faire ses études, pour regarder la téléconsommation de médias et même pour tout ce qui est soutien aux projets sociaux, etc. Aujourd'hui, on va à la France par choix. Donc, on choisit d'aller vers les institutions françaises parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'on sait que c'est la même direction qu'on a avec la France. Ça, c'est mon commentaire. La deuxième question, ça serait par rapport à la révolution dans la pensée islamique qui viendrait de l'Occident. Malheureusement, je suis un peu d'accord avec vous dans le sens où on voit plus de chances que ça vienne de l'Occident que de nos pays. Mais malheureusement, est-ce qu'on y verrait l'incapacité des pays arabes et des intellectuels arabes à revivifier l'islam et deuxième chose, est-ce que si la révolution dans l'islam vient de l'Occident, est-ce que ça aurait réellement un impact sur comment on va vivre l'islam dans nos pays d'islam? Est-ce que réellement ça va avoir une influence? Et voilà, merci. Quand on parle d'islam et d'idées sur l'islam, on se dit, notamment ici, que tout ça n'a jamais changé. Quand on regarde pratiquement, il y a eu une révolution sur l'islam depuis 40 ans, 50 ans. Cette révolution, chacun la vit au quotidien, chacun la voit, chacun l'observe. L'islam d'aujourd'hui n'est absolument pas l'islam d'hier. Cette révolution, elle est venue au Maghreb de l'étranger. Elle est venue d'Égypte, elle est venue d'Arabie Saoudite, elle est venue aussi indirectement d'Iran. Parce que la révolution iranienne a mis à l'agenda quand même un projet politique global, islamique, etc., qui n'était pas du tout chiite d'ailleurs à l'époque, c'était un projet islamique. Et donc l'islam a changé incroyablement. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'on se dit non, l'islam ne peut pas changer, il y a des textes, tout ça est codifié, tout ça est bloqué de la fermeture d'interprétation, etc. Non, l'islam a changé. Bon. Et si elle a changé, ou s'il a changé, je ne sais jamais s'il faut dire un islam ou une islam, un islam, je crois. S'il a changé depuis 40 ans, il va continuer à changer dans les 40 prochaines années. On voit bien qu'il y a des dynamiques. Les dynamiques, d'un côté, il y a toujours plus de fondamentalisme, toujours plus de retour à cette idée qu'il faut vivre comme au temps du prophète, etc. C'est le salafisme. Mais peut-être qu'il y aura, c'est ce que moi j'appelle de mes voeux, des musulmans qui vont dire ça c'est plus possible. C'est plus possible parce que ça nous mène dans le mur, ça mène à la violence, ça mène à la confrontation avec l'Occident, mais à l'intérieur des sociétés arabes et musulmanes. Et donc peut-être qu'il va y avoir le travail intellectuel, mais ce n'est pas qu'un travail intellectuel. Derrière, c'est un travail pour faire savoir, pour changer le paradigme dominant, pour changer les idées dominantes. Peut-être qu'il va y avoir ce travail-là, et ce travail-là, ce n'est pas l'Occident qui va le faire. Ce sont les musulmans. Mais c'est des musulmans qui peuvent être dans le monde arabe, dans le monde musulman, sachant, rappelons-le toujours, hein, que la majorité du monde musulman vit en Asie. Et que d'ailleurs en Asie, il y a des dynamiques intellectuelles et critiques qui sont plus fortes que dans le monde arabe. Mais donc ces musulmans, ils vont être peut-être dans le monde arabe, peut-être dans le monde asiatique, peut-être dans le monde occidental. Je vous dis, tout ça circule. Donc il n'y a plus de frontières et il faut arrêter de découper le monde entre l'Occident, le monde arabe, les musulmans, les chrétiens, etc. D'ailleurs aujourd'hui, parmi les gens qui interprètent l'histoire, qui font l'islamologie de l'histoire, en fait ce qu'ils expliquent, c'est à quel point le Coran est né de la rencontre du christianisme dans un certain territoire au Proche-Orient. Il y a même des gens qui remettent en cause
le fait que le prophète était à la Mecque. Ils disaient non, il était en fait plus au nord, parce qu'il y avait des idées qui circulaient. Et le fait que le Coran s'inspire, soit autant influencé par la Bible, c'est pas tout à fait anodin, c'est pas le hasard. Donc, tout ça, il faut l'interpréter, et ne croyons pas ceux qui disent rien n'a changé, rien ne changera, tout date de 622 ou d'un peu plus tard. Non, l'islam est en mouvement. Bonjour, moi c'est Leïla Hamel, je suis de la société civile, présidente de l'association. Bon, j'interviens sur 2 points. Premièrement, vous avez parlé de la modernisation de l'islam qui pourrait se faire à partir des musulmans de France, si j'ai bien compris. Et là, j'interviens pour dire que, pas uniquement, il y a aussi les opprimés du Maghreb, du monde arabe, du monde de l'islam, tels que les femmes qui sont en train et qui font le renouveau de l'islam dans le quotidien. Pas aller très loin, les femmes tunisiennes, les femmes de Tunis, qui n'ont pas cessé de revendiquer plus de droits et d'être dans la rue et de se battre pour améliorer leurs conditions qui sont dues à une application erronée et fondamentaliste, ce que vous voulez, de l'islam. Donc, et dernièrement, avec la loi sur le mariage tunisien de ceux qui sont non musulmans, toute cette avalanche d'agressivité venant de l'Égypte. Donc la remarque, c'est d'intégrer ça. Deuxièmement, je voudrais vous dire que aussi l'Europe, elle a contribué à appuyer les fondamentalistes en Tunisie. Et la dernière chose qui est arrivée, c'est que l'Europe a donné 100 000 euros dernièrement à une association qui est présidée par la fille de Ranouchi, c'est-à-dire, et ça c'est pour parler des droits de l'homme. Et nous, on sait ce que font ces gens-là. Donc quelque part, l'Europe ne peut pas être la ligne de l'émancipation contre l'islamisme. Je vais vous donner la parole. Concernant la dernière information, en fait, elle est fausse, elle a été démentie, d'ailleurs publiquement. Voilà. Sur les 2 éléments, mais je vais vous répondre sur ça aussi, sur les femmes. Vous avez tellement raison, madame. Vous avez tellement raison. C'est une évidence et c'est naturel de rappeler le combat des Tunisiennes. On l'a toujours vu. On l'a vu depuis plusieurs générations. Moi, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, les générations. Aujourd'hui, je crois qu'à l'extérieur, tout le monde a conscience que souvent, c'est par les femmes, mais pas seulement, parce que moi, souvent, on pose la question de dire, mais les femmes tunisiennes, ce sont elles qui portent, c'est-à-dire vous tous qui portez ce combat. Oui, c'est vrai, mais je crois que souvent, je l'espère, vous êtes évidemment accompagnés par les hommes, par beaucoup qui portent ce combat. C'est toujours important de rappeler que dans cette société-là, tunisienne, qui est en avance, qui reste un modèle aujourd'hui dans le monde arabe, ce sont les femmes toujours qui sont sur le devant de la scène, mais qu'il y a quand même dans l'arrière-scène, dans les coulisses, tous les hommes qui soutiennent cela, parce qu'une société ne peut pas avancer sur une seule jambe. Pour le dernier point plus polémique, monsieur vous a répondu, mais moi j'aimerais quand même revenir sans viser un gouvernement en particulier, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a eu une vraie interrogation par rapport à l'islam politique. Moi je crois que beaucoup de responsables politiques français ou européens ou autres, quand vous parlez avec eux, pensent véritablement qu'il y a une place pour l'islam politique dans nos pays, et parfois, en poussant la conversation plus loin avec eux, on se demande si même ils n'y voient pas un intérêt pour éloigner l'islam politique chez eux, de le mettre chez nous. Moi, j'étais très étonnée maintenant de les voir s'alarmer de la progression de l'islam politique en France. Je dirais, oui, mais très bien. Mais puisque certains d'entre vous avaient dit que c'était possible ailleurs, ben pourquoi pas alors? Ah oui, non, mais ici, c'est la France. Ah, mais d'accord. Mais alors, en Tunisie, qui vous a dit que nous voulons cet islam politique-là? Nous voulons vivre notre religion, mais qu'elle ne soit pas dans le cadre politique. Donc moi, je pense que c'est une vraie question, que vous avez raison, qu'il y a parfois eu un jeu double et trouble de la part de l'Europe, et que certains doivent se sentir aujourd'hui assez mal de savoir qu'ils ont joué double jeu. Moi, je me rappelle de certains discours qui étaient très étonnants, notamment quand ils sont venus en Tunisie, certains, et je les voyais faire la promotion de cet islam politique-là, et je m'en suis étonnée. Et quand je leur ai posé la question à leur retour en France, ils l'ont assumé, et aujourd'hui, beaucoup le regrettent. Ils voient bien qu'il y a une spécificité française, que le pays peut très bien vivre un islam, je ne vais même pas le qualifier,
Parce que c'est pas la peine de dire ni ouvert, ni moderne, ni quoi que ce soit. Pour moi, un islam, c'est une femme voilée, pas voilée, etc. Tout cela se marie très bien tant qu'on a les convictions tout à fait sincères et en soi. Mais sur parfois le jeu trouble de l'Europe, moi je rejoins madame, je ne sais pas ce que tu en penses, Hakim. Je vais juste préciser un tout petit peu mon propos. Je n'ai pas dit que la réforme ou la transformation d'islam sous système musulman n'aurait lieu qu'en Europe ou qu'en Occident. Je parle de l'interprétation des textes, uniquement de l'interprétation des textes. Et après, pour aller dans votre sens, dans ce rapport, on a fait toute une partie sur la transformation des sociétés arabes, pour montrer une chose. En Europe, on pense que le monde arabe est en voie d'arriération. Ce qu'on voit très très bien avec les chiffres, c'est que le monde arabe connaît une transformation incroyablement rapide. Et que cette transformation, c'est à l'évidence une modernisation. La modernisation, ça ne veut pas dire l'occidentalisation. Chacun suit sa voie. Mais c'est la modernisation parce qu'on voit la transformation du statut de la femme, par exemple sur la fécondité tunisienne. Aujourd'hui, il y a 2 enfants par femme en Tunisie, comme il y a 2 enfants par femme en France, comme il y a 2 enfants par femme en Iran et aux États-Unis. Quand on voit l'accès à l'enseignement, à l'alphabétisation et à l'enseignement supérieur, aujourd'hui, dans le monde arabe, il y a presque partout plus de femmes à l'université que d'hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles, aujourd'hui, sont quasiment plus éduquées que leurs pères. Ça veut dire que demain, les femmes vont être plus éduquées que leurs maris. Dans des sociétés qui sont patriarcales, fondées sur une inégalité qu'on voit dans la règle d'héritage et qui est mise en cause ici entre les hommes et les femmes, c'est évidemment une révolution. Et ce qui est très frappant, c'est que cette dynamique-là, c'est du Maroc jusqu'au Pakistan. Elle arrive même en Arabie Saoudite. Et la décision récente sur l'autorisation des femmes de conduire, elle ne vient pas de nulle part. La société saoudienne est elle-même en train de changer extraordinairement rapidement. Et d'une certaine manière, elle est en train de suivre ce qui s'est passé en Iran. On oppose toujours l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est trop facile sur l'Arabie Saoudite. Elles peuvent conduire, mais avec l'autorisation du mari, c'est bien cela. Oui, parce que souvent, on place... Non, mais je ne vais pas défendre l'Arabie Saoudite. Ce que je veux dire, c'est que il y a des dynamiques. La dynamique de transformation, de modernisation, elle existe, y compris dans le Golfe, y compris dans l'État le plus conservateur du Golfe, l'Arabie Saoudite. Et s'ils sont obligés de céder, parce qu'ils n'ont pas envie, s'ils sont obligés de céder, c'est que tout simplement, par en bas, la situation devient intenable. Même dans des pays qui sont des dictatures. À un moment, il faut composer avec la transformation de la société. Donc, les femmes sont les grandes actrices de la transformation sociale, partout dans le monde arabe. La religion est utilisée par certains, notamment les hommes, pour expliquer qu'il faut aller contre cette modernisation sociale, au nom des valeurs de l'islam. Et pourquoi c'est l'islam et pas la tradition? Parce que l'islam, on dit, ça vient d'en haut, c'est Dieu qui l'a décidé, ça doit rester comme ça. C'est le débat sur l'héritage, et qu'est-ce qu'on convoque, qu'est-ce que disent les gens d'El-Azhar? Oui, c'est au nom de l'islam qu'il faut interdire l'égalité de l'héritage. La manœuvre est connue. Mais la dynamique, c'est pas ça. La dynamique, c'est la transformation. Je vais prendre ma casquette de méchant, puisqu'on va arriver pour les 3 dernières questions. Monsieur, et après on sera les tirer au sort. Alors, moi, c'est votre pays, il y a de la société civile. Tout à l'heure, donc, en parlant de ce qui s'est passé à Marseille, M. El-Hakim a dit que c'est un Tunisien. Il y a une idée qui circule depuis un certain temps sur l'origine des djihadistes. Beaucoup d'entre eux sont tunisiens. Et même la violence de certains djihadistes, et qui serait liée à la Tunisie. Et ça, c'est un peu étonnant parce que, historiquement, nous savons tous que il y a eu donc le coup d'État de Ben Ali, ça s'est passé en douceur. Il y a eu la révolution de Jasmin, et tout ça va dans le sens d'une image des Tunisiens qui sont plutôt doux, où il n'y a vraiment pas beaucoup de violence comparativement à d'autres pays, même au Maghreb. Donc, cet élément comme quoi il y a, disons, les terroristes qui sont allés en Syrie, par exemple, il y a un fort pourcentage de Tunisiens. En Libye, c'est pareil. Maintenant, en Tunisie, à chaque fois qu'il y a un acte de terrorisme en Europe, on se dit pourvu que ce ne soit pas un Tunisien.
Donc, est-ce que vous partagez cette idée ou est-ce qu'il y a eu des études là-dessus ou est-ce que c'est vraiment une idée reçue comme ça qui n'a pas de fondement? Je vais te laisser répondre. Simplement ajouter, vous avez totalement raison. Malheureusement, quand il y a un attentat, je suis là à la maison, j'espère que ce n'est pas un Tunisien. Mon Dieu, j'espère que ce n'est pas un Tunisien. Mais on m'a souvent posé la question de savoir pourquoi, alors que la Tunisie a eu son, comme vous dites, révolution de jasmin, pourquoi en même temps c'est le pays qui fournit le plus qui a fourni le plus de djihadistes. C'est pas paradoxal. Au contraire même, c'est lié. C'est parce qu'il y a eu un pays qui s'est ouvert, c'est parce qu'il y a eu cette inspiration démocratique, c'est parce qu'il y a eu tout ce processus-là, que quand vous avez une maison et que d'un coup toutes les fondations, parce que vous voulez les abattre, sont tombées, eh bien vous avez aussi, j'allais dire une nouvelle maison qui se reconstruit, mais vous avez, pardonnez-moi du mot, mais il est assumé aussi des déchets, c'est-à-dire tous ceux qui ne vont pas rejoindre ce mouvement-là, cette aspiration démocratique et positive, et qui vont aller la transformer au contraire en un mal absolu quand vous commettez des attentats et que vous tuez des innocents. Donc je crois au contraire, moi je pense que l'explication, et souvent on me demande pourquoi, de ce petit pays qui est la flamme tunisienne, qui est une exception dans le monde arabe, pourquoi vous avez fourni autant relativement à d'autres pays de djihadistes? Je dis mais parce qu'on a paradoxalement eu tout ce parcours-là. Parce qu'on est passé par des étapes assez incroyables, parce qu'on est passé par l'aspiration de la liberté, parce qu'il y a eu une révolution. Enfin, une révolution, c'est comme si vous prenez quelque chose et que vous inversez totalement les choses. Normalement, ça doit se passer comme ça. Ce qui est en bas est en haut et ce qui est en haut est en bas. Je ne sais pas si c'est vraiment passé comme ça, mais normalement, c'est ça une révolution. Et donc, ça donne tout cela. Moi, je pense que la Tunisie a fourni ses djihadistes parce qu'elle a connu aussi un processus démocratique profond et révolutionnaire. Moi, je vais dire deux choses. La première, c'est que il ne faut pas nier la réalité. Si c'est un Tunisien, c'est un Tunisien. Les gars de Barcelone, c'était des Marocains. Les gens du Bataclan, ou les frères Kouachi, c'était des Français nés en France, d'origine algérienne. Une des spécialités du monde arabe, c'est de dire non, on veut pas, quand ça nous gêne, on ne veut pas le voir. Il faut le regarder, parce que si on n'est pas capable de le regarder, de le nommer, on ne saura pas le résoudre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là, on est à l'Institut français, à Tunis, etc. Moi, ce qui me frappe quand je vais au Maghreb, c'est, y compris d'ailleurs dans ma famille, je connais mieux la Tunisie que mes cousins. Pourquoi? Parce que moi, j'ai voyagé partout en Tunisie. Les élites des pays du Maghreb ne connaissent pas leur pays. Ils ne connaissent pas. Elles ne le connaissent pas en général géographiquement, parce qu'elles n'y ont pas été. Elles ne se mélangent pas. Qui prend le taxi? Le taxi. Non, je ne parle pas de toi. Qui prend le taxi parmi vous? Qui prend les transports en commun parmi vous? Qui prend le train parmi vous? Elles ne se mélangent pas. Et par ailleurs, je caricature, hein, mais par ailleurs, elles n'ont aucune conscience de la réalité sociale qui est vécue par ceux qui ne sont pas aussi favorisés qu'eux. Cette réalité sociale, je parle d'un autre sujet. Vous avez vu la discussion sur la loi de finances. Bon. Les professions libérales qui expliquent qu'elles ont le droit à un forfait absolument ridicule, et qu'elles ne vont pas payer d'impôts. Quel est le lien entre les deux réalités? C'est que les élites considèrent qu'elles n'ont pas de responsabilité. Et que cette responsabilité, normalement, elle est intermédiée par l'État. Regardez dans quel État, c'est le cas de le dire, est l'État en Tunisie. L'État, normalement, c'est le lieu où se cristallise l'intérêt général. Qui c'est qui parle d'intérêt général en Tunisie, sur les plateaux? Il y a des intérêts particuliers. Et il y a aussi les intérêts particuliers des riches, pardon de le dire, qui considèrent que la Tunisie leur appartient. Que, après tout, c'est bien normal que leurs intérêts sont les intérêts du pays. La réponse est non. Regardez combien il y a d'impôts, regardez le budget de l'État. Ridicule. Alors oui, on se plaint, il a fallu embaucher des fonctionnaires, le budget de l'État a été augmenté par 2, tout ça d'ailleurs ne sert pas à grand-chose, bon, ça crée de l'inflation, mais regardez les recettes de l'État. Regardez le travail qu'il faut faire pour faire payer des impôts dans ce pays, en Tunisie, en Algérie, c'est encore pire, au Maroc, n'en parlons pas. La violence des djihadistes, c'est aussi un petit peu de la violence sociale. C'est intéressant parce qu'en France, on dit ils sont attirés par le djihad à cause de la discrimination. Parce que si tu dis ça, je excuse en partie.
Non, non, j'essaie de comprendre. En France, on dit c'est la discrimination. C'est parce qu'ils ne sont pas acceptés comme Français. Ici, on dit c'est parce qu'ils viennent du Sud. D'ailleurs, les gens du Sud, la première chose qu'ils vous disent, c'est tous les premiers ministres sont des Sahéliens, tout le pouvoir est affiniste. Nous, on est les oubliés du développement économique depuis 50 ans. Ce n'est pas la raison essentielle, ce n'est pas la seule raison. Le problème du phénomène, c'est qu'il y a plein de raisons à la fois qui se coagulent. Il y a une offre qui est là, qui est bien argumentée, bien packagée, et il y a plein de problèmes d'identité, de problèmes sociaux, etc. Mais quand je dis pourquoi il y a beaucoup de Tunisiens, c'est aussi qu'il y a... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une souffrance. Cette souffrance, elle peut être sociale, identitaire, etc. Mais surtout, ne vous exonérez pas, vous, l'élite, du destin commun du pays. Juste, Hakim, tu connais mieux que moi la typologie des djihadistes. Bien sûr qu'il y a des facteurs sociaux, je voyais monsieur qui réagissait, je ne le nie pas, mais quand vous voyez la typologie aujourd'hui des djihadistes, ce sont pour beaucoup, et je n'ai pas le dossier avec moi, des ingénieurs, des élites, comme je dis, mais qu'est-ce que c'est l'élite? Parce que quand on t'entend parler, tu es l'élite. Mais tu condamnes l'élite. C'est pas parce que je suis l'élite que je n'ai pas le droit de parler de la responsabilité des élites. Mais c'est quand même bizarre. Alors, quelle est la part de responsabilité d'introspection qu'il faut faire? Bon, de toute façon, on ne va pas faire le débat sur la typologie. Tu l'as très bien dit, il y a différents facteurs qui, non pas qui expliquent, mais qui déterminent. Je ne sais pas si, monsieur, ça répond à votre question, pour savoir qu'il y a plus de Tunisiens ou pas, mais différents facteurs sociaux, mais pas uniquement. Peut-être une dernière question ou deux questions? Oui, merci. Jérôme Hurtaud, chercheur à l'IRNC à Paris Dauphine. Juste peut-être, si je peux me permettre de dire un mot sur cette question, comprendre n'est pas excuser, Madame Mabrouk, quand même, il faut ne pas répéter avec Benelva ce que chercher à comprendre, c'est forcément excuser les djihadistes. Et en l'occurrence, il n'y a pas non plus forcément un relation. Monsieur, c'est mon avis. Hein. Vous pouvez avoir un avis opposé, mais je me permets de garder le mien. Je peux quand même exprimer. Mais tout à fait. Mais c'est mon avis. Moi, je pense qu'il Attendez, y a des facteurs. Madame, s'il vous plaît. Je vous en prie, il y a des je facteurs. vous rendrai la parole après. Mais je vais le faire, monsieur. Je ne vais pas terminer du tout cette un facteur explication. On ne peut pas expliquer cela, et ça, je voudrais être assez clair sur ce sujet. Ouais, donc pour être d'accord avec vous, moi, je ne pense pas non plus qu'il y ait des explications factorielles de type causal à apporter. Il y a des choses qui rendent possible, mais qui ne déterminent pas. Et je pense que là, on trouvera un point d'accord. La deuxième petite chose, avant de poser ma question, mais elle sera très courte ma question. Tout à l'heure, on parlait d'un pays non violent, ce fameux pays sans bruit qui est la Tunisie du jasmin. Il faut aussi sortir des clichés. La Tunisie est un pays, comme tous les autres pays, où il y a des violences. Ces violences peuvent être institutionnelles et il ne faut jamais oublier que sous la Tunisie de Ben Ali, et jusqu'à aujourd'hui malheureusement, des actes de torture ont été perpétrés en masse dans les commissariats. Et ça continue si on en croit les derniers propos du représentant de l'Organisation mondiale de lutte contre la torture. Donc il faut sortir des clichés aussi sur ce fameux petit pays du jasmin qui est non violent, etc. etc. Et peut-être même d'ailleurs que dans la palette des conditions qui rendent possible le passage malheureusement à l'acte djihadiste, peut-être qu'il y a aussi un effet de cela. Alors, je passe à ma question qui sera beaucoup moins polémique, en tout cas de notre nature, c'est plutôt à M. Soïkarou qui m'adresse. Je n'ai pas encore lu votre rapport, et je m'en excuse, et je le lirai avec beaucoup d'intérêt. C'est le moment, un rapport de voir loin également. Alors ma question est très simple, c'est si on regarde à 20-30 ans devant nous, est-ce qu'il y a encore une place pour une coopération bilatérale? Alors je m'explique, tout à l'heure vous avez parlé des élites françaises, comment elles voyaient le rapport entre les Français et les Tunisiens, la relation franco-tunisienne. Est-ce que quand Édouard Philippe vient ici, par exemple, est-ce qu'il a en tête la relation franco-tunisienne ou bien une relation extrêmement compliquée qui lie la France à l'Arabie Saoudite, au Qatar, à l'Égypte, à la Turquie, à la Tunisie et à l'Algérie, tout ça en même temps. Et par ailleurs, puisqu'on a parlé d'identité, je suis aussi européen que français. Est-ce qu'il y a encore une place, là encore, pour une politique de coopération entre deux États-nations dans 20, dans 30 ans, dans le contexte aujourd'hui de l'Union européenne? Merci. La question est assez vaste. Du coup, ce sera la dernière question. Oui. La relation, elle est bilatérale, profondément bilatérale. D'ailleurs, c'est un problème, c'est que d'une certaine manière, elle est un petit peu trop, au sens où elle s'organise toujours avec les mêmes canaux, toujours avec les mêmes types de discussions, toujours avec les mêmes sujets sur la table. Ce qu'ont su faire, par exemple, les Allemands et aussi les Américains, c'est sortir des seuls canaux étatiques et en faire une relation
toujours bilatérale, mais multivocale d'une certaine manière. Quand il parle aux Tunisiens, il ne parle pas qu'au gouvernement tunisien. Il parle à la société civile, et puis il parle aussi de pas mal de projets, pas mal de business. Le problème de la France, c'est qu'elle connaît tellement les élites politiques tunisiennes connaissent tellement la France qu'elles ont un peu tendance à monopoliser la relation. Deuxième chose, c'est qu'on ne fait rien des franco-tunisiens et on ne fait rien des tuniso-français dans la relation bilatérale. Ni la France ni la Tunisie ne sait les utiliser pour une raison simple, c'est que, un, ils ne veulent pas être manipulés, et deux, pour les mobiliser, il faut de l'efficacité. Donc il faut des interlocuteurs. La troisième chose, il n'y a aucun... Ce que font les Saoudiens, les Qataris, etc., franchement, en Tunisie, au Maghreb, ce n'est pas le problème des Français. Le problème des Français, il y a un certain nombre de sujets qui sont opérationnels sur la table, sujet de coopération, sécurité. Le grand sujet qui est en train d'arriver, c'est la question des migrations. Et plus des migrations des Tunisiens ou des Maghrébins, des migrations des Africains subsahariens qui vont passer par le Maghreb pour aller en Europe. Et ce que veut faire la France, et pour le coup l'Europe, c'est déplacer la frontière de la Méditerranée vers le Sahara et faire d'une certaine manière avec les pays du Maghreb ce que l'Europe a fait avec la Turquie sur la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Et donc ça, j'arrive à la fin de votre question. Est-ce qu'il y a encore de la place pour une relation bilatérale ou est-ce qu'elle est européenne? Les deux à la fois. Elle va être de moins en moins bilatérale parce que la France n'a plus d'argent. Et le gouvernement tunisien, quand il voit un Français, il commence par tendre la sébile en disant on a besoin d'argent, on est pauvre. Les Français disent on aimerait bien, mais d'abord on n'en a plus. Par ailleurs, quand on vous en prête, vous ne le dépensez pas. Vous ne le dépensez pas. Il y a 600 millions d'euros de l'AFD qui ne sont pas dépensés, qui sont crédités pour le gouvernement tunisien, qui ne sait pas les dépenser parce qu'il n'a pas l'administration qui va bien et parce qu'il n'a pas le processus de décision. Donc, il y a moins d'argent français. Il y a moins de capacité d'utilisation de cet argent. En Tunisie, il y a plus d'argent en Europe, alors soit dans d'autres pays européens, l'Allemagne par exemple, soit au niveau de l'Union européenne, qui a encore les poches assez profondes. Et puis enfin, sur les grands enjeux de développement, là pour le coup économique, je crois que le sujet n'est plus bilatéral du tout. Le sujet, c'est la Méditerranée occidentale. C'est le sud de l'Europe, donc c'est la France, l'Italie, l'Espagne, mais c'est aussi quand même l'Allemagne, parce qu'aujourd'hui tout ce qui se passe en Europe est lié à l'Allemagne. Et puis c'est le Grand Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, avec une petite difficulté, c'est que le Maghreb n'existe pas politiquement, et qu'il faut le faire malgré les États des pays maghrébins. Bon, les Tunisiens, ça ne pose pas de problème, par contre, les Marocains et les Algériens, ils sont prêts à en venir aux mains dès qu'ils peuvent, parce que ça les arrange localement et en interne. Donc il faut repenser cette relation, il faut imaginer cet espace commun de la Méditerranée occidentale, avec un problème, c'est qu'on n'a pas les interlocuteurs au sud, que dans les pays du Nord, la France notamment a tendance à voir ça et à penser ça de façon extrêmement bilatérale, parce que ça l'arrange. Et là, moi, je crois que la société civile a un rôle. Et cette société civile, elle est franco-tunisienne, mais elle est de tout le monde. Et comme, encore une fois, tout ça circule, et ça circule entre la France et le monde arabe, mais entre le monde arabe et l'Europe. Là, je vois de l'avenir et je vois une dynamique de transformation pour les 20-30 années à venir. Voilà. Si je peux ajouter un mot aussi pour répondre à votre question, parce que pour repenser cette relation, il faut s'y intéresser. Il faut être intéressé par ça. Et ça, c'est à la fois une critique que j'adresse aux journalistes que nous sommes et aux responsables politiques de manière absolument générale, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus un manque de culture diplomatique internationale. On a souvent l'impression, notamment en France, que quand on parle de politique intérieure, il y a la politique intérieure et puis de l'autre côté, la politique internationale. C'est la remarque que je faisais dans l'avion au Premier ministre. Je dis, c'est dommage, Monsieur le Premier ministre, vous avez fait une émission, je ne sais pas si vous l'avez vue ici sur France 2 il y a quelques temps, c'était l'émission politique. Vous avez beaucoup parlé des problèmes franco-français et vous avez oublié en fait que les Français, dans les priorités de ce qui les interpelle, même de ce qui les angoisse, ou de ce dont ils ont envie de parler, il y a l'international. C'est imbriqué aujourd'hui. Donc il faut aussi que nous changions un petit peu nos systèmes de pensée. Il faut que les journalistes pensent international. Or, très peu en France le font. Souvent, là, nous, les problèmes, c'est l'ISF, le budget, la CSG, etc. On ne se rend pas compte. Il n'y a pas une véritable culture et une appétence pour cela. Donc, ouais, monsieur, je crois que vous avez raison. Pour qu'il y ait une relation bilatérale, il faut qu'il y ait une envie aussi. Il faut qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait une curiosité. Il faut qu'elle vienne de nous tous, mais d'abord des responsables politiques.
J'interrogeais hier une anecdote de Jean-Pierre Chevènement, qui n'est pas ancien ministre de la Défense, de l'Éducation, de l'Intérieur, etc., qui a eu une longue carrière, mais ce qui était formidable de l'avoir sur le plateau, j'ai parlé de la Catalogne, de l'Europe, c'est qu'il y avait une connaissance, on peut être d'accord ou pas avec lui, extraordinaire. Et il a vécu une vision du monde, et je pense que si on retrouvait cette vision, aussi bien chez nous tous et chez les responsables, c'est ça ce qui serait formidable. Il y a un manque aujourd'hui de curiosité à l'autre, vous voyez. On parle de la Tunisie comme d'un élément froid. Nous, on en parle parce que c'est notre pays, donc évidemment, ça nous touche. Mais je trouve que le responsable politique voit cela en chiffres, en flux, et c'est dommage. Il faut voir ça différemment. Merci beaucoup. Merci vraiment Sonia et Hakim d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est important qu'un institut français, justement, qu'il y ait un lieu de débat ouvert où on peut dire tout. C'était encore à nouveau la preuve. On aime recevoir des observateurs, on le fait de plus en plus, qu'ils soient tunisiens, français ou d'ailleurs. Merci aux équipes de l'Institut français, à mes collègues de s'être mobilisés, parce qu'effectivement, nous avons fait ça rapidement, et merci à vous d'avoir répondu aux invitations donc, via les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous étions en direct grâce à la technologie et Facebook et relayé par l'Institut Montaigne. Donc, vous pouvez retrouver donc, les informations sur l'ouvrage de Sonia, qui est peut-être d'ailleurs à la médiathèque de l'Institut français. Si ce n'est pas le cas, on fera en sorte que ça le soit, mais connaissant mes collègues, je crois que ça doit être le cas. Ah ben voilà, donc il y aura au moins un exemplaire. Et pour ce qui concerne donc, le rapport, il sera en ligne via un lien qu'on mettra sur notre page Facebook et le site de l'Institut français. Vous connaissez désormais le chemin pour venir à l'Institut français, puisque c'est une première pour vous deux. On sera ravis de vous recevoir à nouveau. Et merci vraiment, et désolé de ne pas avoir pu prendre plus de questions, puisque nous sommes contraints par un programme qui est serré, que nous avons déjà débordé, comme c'est le cas pour chaque programme. À bientôt.